Bon, j'ai fabriqué un vélo à supercondensateur. En gros, un vélo à supercondensateur, c'est un vélo à assistance électrique qu'on n'a pas besoin de recharger à la maison. Le vélo va principalement se recharger pendant les phases de freinage, c'est-à-dire au feu, au stop, au passage piéton, et aussi principalement en descente. Et il va réutiliser cette énergie quand l'utilisateur galère à pédaler. En gros, pendant les montées, les démarrages, et c'est globalement tout. L'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de le recharger, on a du coup une autonomie qui est illimitée, entre guillemets. Et le deuxième intérêt, c'est qu'on va récupérer l'énergie pendant le freinage, qui est d'habitude perdue en chaleur. Voilà, donc je vais juste remettre un peu de contexte avant de commencer la vidéo. Le vélo que vous voyez là et que vous avez vu dans l'intro, c'est le vélo Styx version 2. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la version 2.5 parce qu'on va garder le même vélo, mais on va changer le pack de condensateur. Et c'est principalement ça et quelque chose dans l'électronique, mais je vous montrerai tout ça. Mais du coup, il y a un an, j'avais fait ce vélo. Hop. Tac. Donc la première version, pour ça que celle du dessus, c'est la V2. Et donc ce vélo, bien qu'il ressemble à une bombe un peu sur roue, il fonctionnait et donc ça avait permis de vérifier qu'en fait on pouvait récupérer de l'énergie en roulant et aussi au freinage et qu'on pouvait ensuite la réutiliser. Donc là on voit qu'il y a les condensateurs qui sont là, l'électronique ici et ici on a notre roue qui est un peu énorme mais on en parlera par la suite. Voilà, j'espère que c'est clair. Si on parle de version 1 ou de version 2 pendant la vidéo, ça c'est la version 2, ça c'est la version 1. Et la version qu'on va faire, c'est la version 2,5. Pour commencer, il va falloir définir ce qu'on veut pour ce vélo, donc quelles sont les fonctions principales, les fonctions secondaires et globalement tout ce que notre vélo va devoir faire. Donc pour ça, j'ai pris ma petite feuille pour m'aider un petit peu. La première chose, c'est stocker de l'énergie de manière sécurisée. Donc ça va être fait grâce aux supercondensateurs et aux petites plaques de protection qui vont éviter les surtensions sur les supercondensateurs. Deuxièmement, on veut pouvoir récupérer de l'énergie et utiliser cette énergie. Donc ça, c'est notre deuxième fonction principale. Et ça va être fait grâce à un moteur qui autorise le freinage régénératif. Troisièmement, on veut pouvoir réagir aux besoins de l'utilisateur. On va le faire grâce à une poignée de gaz que l'utilisateur va pouvoir utiliser quand il aura besoin d'énergie et grâce à des capteurs sur les leviers de frein pour pouvoir régénérer quand l'utilisateur freine. Quatrièmement, j'aimerais que l'utilisateur puisse avoir les données en instantané pendant le trajet, comme par exemple la distance du trajet, la vitesse, la tension actuelle, l'énergie restante, l'énergie récupérée, l'énergie dépensée, etc. Et donc ça va être possible grâce à un écran qu'on va placer sur le guidon. Cinquièmement, j'aimerais pouvoir récupérer les données que je vous ai données juste avant et pouvoir les stocker sur une carte SD pour pouvoir les utiliser après et pouvoir les analyser sur l'ordinateur. Et ça va être possible grâce à un lecteur de carte SD qui va nous permettre donc de lire les données sur la carte SD, mais aussi de les écrire. Et sixièmement, la dernière chose que j'aimerais, c'est un module GPS pour pouvoir avoir la trace GPS de tous les trajets qui ont été faits par le vélo. Du coup, maintenant qu'on sait ce qu'on veut, on va pouvoir choisir les composants de notre vélo. Donc on va commencer par les condensateurs, parce que c'est une des parties importantes du vélo à supercondensateur. Donc des condensateurs, il y en a de beaucoup de tailles, beaucoup de formats, beaucoup d'attaches possibles, beaucoup de poids, beaucoup de tailles différentes. Du coup, pour ça, moi je me suis fait un petit tableau Excel pour me permettre de m'aider un peu dans mon choix. Donc ça, c'est sur le type de condensateur que j'ai choisi. Je vais pas expliquer tout le tableau, mais en gros, on a le nombre de condensateurs, la tension, la capacité en farad, la capacité en water, donc l'énergie qui va pouvoir être stockée dans le pack de supercondensateur, le poids, c'est aussi important, et du coup le rapport capacité sur poids. Nous, ce qu'on va chercher, c'est avoir un rapport capacité sur poids le plus important possible, et on va chercher une capacité autour des 10 water. Et du coup, pourquoi 10 water? Parce que quand j'ai fait mes tests sur les vélos précédents, je trouvais que c'était le juste milieu entre pas trop d'énergie, comme ça c'est possible de recharger dans les descentes, et pas trop peu d'énergie, comme ça on a assez pour remonter une bonne montée. C'est pas très clair, mais j'espère que c'est clair. Du coup, les condensateurs que j'ai choisis, c'est ceux-là, les Ultracap Zell, Zell c'est cellule en fait. Les Ultracap 700F 2,7 volts avec deux attaches M5. Ensuite, on rajoute à ça sur AliExpress, j'ai trouvé des cartes d'équilibrage pour supercondensateurs qui bloquent à 2,65 volts pour éviter que les supercondensateurs soient en surtension et du coup qui se dégradent au cours du temps. Ensuite, il faut trouver un ESC, donc quelque chose pour contrôler le moteur. Ça, j'ai pris un VESC, donc un VESC de FlipSky. Alors, qu'est-ce que c'est un VESC et pourquoi est-ce qu'on va choisir un VESC? Un VESC, en fait, c'est un ESC paramétrable. Ça veut dire qu'on va pouvoir programmé à l'intérieur du VESC. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il autorise la régène, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir recharger en freinant. Et ça, c'est hyper important pour le projet. Ensuite, j'ai pris une carte ESP32S3. C'est pour gérer toute la partie analyse du vélo. Donc c'est ça qui va gérer le signal qu'on va envoyer au VESC. C'est ça aussi qui va permettre d'écrire sur la carte SD, d'afficher sur un écran. Et en parlant de ça, le GPS, aussi le GPS c'est important, je voulais un GPS, l'écran pour pouvoir afficher les données et le lecteur de carte SD pour pouvoir enregistrer les données. Donc une fois qu'on a choisi tous nos composants, on peut soit les modéliser, soit récupérer les fichiers 3D. Donc là, ici on a le condensateur, la plaque de protection, le GPS, l'écran, le lecteur de carte SD, le VESC, et je crois qu'il y en a un dernier, et la carte PCB, qui va me permettre de brancher facilement tous mes câbles sur mon ESP32. Voilà, une fois qu'on a tous nos fichiers 3D, on va pouvoir passer à la modélisation du pack. Et ensuite, on va pouvoir imprimer tout ça en 3D et assembler tout ça. Compliqué.
Bon, du coup, maintenant qu'on a choisi les condensateurs, il va falloir choisir le moteur. Voilà, donc il y a deux types de moteurs pour les hub moteurs de vélo électrique. Il y a les moteurs direct drive, donc en fait c'est des moteurs direct drive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engrenage. Et ça c'est les geared motors, donc qui sont plus petits, plus légers. Et donc ça en fait on va avoir un engrenage qui va faire que le moteur va engrainer un engrenage avant d'engrainer la roue. Donc on va regarder à l'intérieur vite fait. Voilà, en gros on voit qu'ici le moteur tourne direct. On a du coup le stator qui est à l'intérieur et le rotor qui est à l'extérieur, parce que du coup le moyeu va rester à l'arrêt. Et dans ceux-là, donc là je vais prendre le petit. Voilà, du coup j'ai ouvert les deux. Le direct drive ici, du coup on voit que le moteur en fait est directement dans le rayon extérieur du moteur. Et ici, donc dans le geared motor, si je l'ouvre complètement, il faut que je dévisse des trucs. En fait on voit qu'à l'intérieur il y a un engrenage. Et du coup c'est ce qui va permettre de réduire la taille et le poids. Hop, voilà, on va pouvoir sortir ça. Et du coup en fait on a un engrenage qui va servir de réducteur pour avoir plus de couple avec un plus petit moteur. En gros, ce qui est le mieux là-dedans, c'est de choisir le moteur le plus léger. Donc on va se dire qu'on va plutôt partir là-dessus. Donc ça, c'est le genre de moteur qui équipe la plupart des vélos électriques. Le truc, c'est que là-dessus, on a ce qu'on appelle une clutch sur l'engrenage ici. On a un côté qui tourne en roue libre et un côté qui est bloqué. Ça va faire qu'en fait, quand on va bloquer notre moyeu central, donc ça, c'est ce qui se passe sur un vélo, le moyeu qui est le stator et le rotor qui est à l'extérieur. Donc en fait dans un sens ça va être compliqué de tourner et dans l'autre ça va être une roue libre. Donc là je bloque avec la pince. En gros là on voit que je peux le pousser tranquillement et là ici, hop, il faut que je mette de l'énergie. Ça c'est pour en fait avoir de la roue libre. En gros cette roue libre elle permet qu'il n'y ait pas de frottement. Mais cette roue libre, nous, on n'en veut pas dans notre projet parce que ça ne permet pas de régénérer de l'énergie. Et du coup, c'est pour ça que le moteur, c'est un peu compliqué à trouver. Moi, j'ai dû faire ce moteur et en fait le faire modifier par le vendeur sur Alibaba qui m'a modifié ma clutch ici pour que justement, elle soit bloquée dans les deux sens, pour pas qu'elle puisse tourner comme ça, toute seule là. Donc en fait, c'est dans ce moteur-là, celui-là, qui est du coup attaché à la roue, que je ne vais pas ouvrir parce que c'est la même chose, juste avec un truc qui est bloqué. Du coup moi sur mon premier prototype je l'avais fait avec un moteur direct drive parce que c'est plus simple à trouver et du coup forcément c'est plus lourd. À mon avis la meilleure solution c'est le geared motor clutchless et donc en fait avec le clutchless il va avoir du frottement dans les deux sens et ça va nous permettre avec notre SC de donner la commande de dire je veux plus de frottement mais plus d'énergie générée. Et donc en gros c'est ce genre de moteur qu'on va choisir. C'est un peu compliqué, j'espère que c'était un peu clair mais voilà. Ok, toutes nos impressions sont prêtes, sorties de l'imprimante 3D. Du coup, on va pouvoir assembler le pack de super condensateurs. Alors pour ça, on va avoir besoin de nos deux parties principales du pack. Deux petites pièces pour attacher, imprimées en 3D avec deux inserts dans chaque. Deux petits trucs qui vont nous permettre d'accrocher et 4 vis M3 par 25 il me semble. On prend un tournevis. Hop. Donc dans le pack, on va pouvoir prendre notre petite pièce là, mettre les deux vis comme ça dedans. À donner ça. On peut les mettre ici dans les deux petits trucs comme ça. Et ensuite on prend ce petit embout, on le fout là-dedans. On visse les deux côtés. Hop, c'est pareil de l'autre côté. Hop, donc maintenant on a un pack complet attaché. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va prendre 18 inserts filetés et les mettre sur les trous qui sont prévus ici en haut. Et ensuite 6 de chaque côté. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au condensateur. Pour les condensateurs, du coup, on a des condensateurs 2,7 volts, 700 farad sable. À côté de ça, un circuit de protection. Au-dessus de 2,65 volts, ça va décharger le condensateur. Et deux vis M5 par 6, il me semble, pour pouvoir visser tout ça dessus. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque condensateur, donc on prend le condensateur, donc mettre le moins du circuit de protection sur le moins. Hop, on fait comme ça, on le pose et on visse les deux vis. Et du coup, dès qu'on a notre condensateur, on va placer dans le pack et on n'a plus qu'à faire les 19 autres. J'ai oublié de le dire et de le montrer, mais ici les condensateurs, je les ai accrochés 5 par 5 avec des pièces imprimées en 3D pour qu'ils bougent moins entre eux. Là, je suis en train de fabriquer les câbles qui vont relier les condensateurs entre eux. C'est un câble de 15 mm avec de chaque côté des terminaux en U pour pouvoir se visser sur les condensateurs.
Maintenant qu'on a nos 19 câbles, il suffit de les brancher sur les condensateurs, donc on branche le plus au moins parce qu'on a un pack de 20 condensateurs en série. Donc là on a fini le pack de condensateurs, on a branché tous les condensateurs ensemble, on ne l'a pas encore chargé, on le fera plus tard. Donc ce qu'on va faire maintenant, que le pack est prêt, branché et sécurisé, c'est qu'on va s'occuper du VESC. Donc le VESC c'est électronique de puissance. On a donc notre protection pour le VESC, un gros interrupteur avec un côté du XT60 femelle et de l'autre côté des terminaux en U pour pouvoir se brancher au bout du pack. Donc là le VESC, hop, on va le prendre. Il faut qu'on dévisse la partie en aluminium. Tac. Hop. Ok, parfait. Et là, on va aller mettre le VESC au fond de sa protection et faire passer en fait les vis dans les petits trous qui sont prévus pour. Ok, et dès qu'il y en a un qui dépasse, on va pouvoir reprendre la protection, bien aligner la mousse et revisser en fait le VESC dans le dissipateur en alu. Donc maintenant qu'on a le VESC qui est vissé dans sa protection, on va pouvoir prendre ce câble là, donc ça c'est le câble, un câble UART en fait, qui va alimenter et qui va transmettre les informations du VESC jusqu'à l'ESP32 qui est électronique, qui va permettre d'envoyer le signal au VESC. Donc hop, on l'a branché là-dessus. Ensuite on a le câble du moteur. Donc ici on a un connecteur Julette 9 il me semble. Et ça va passer en fait ce triphasé, ça va passer du triphasé et des câbles... Donc en fait c'est un câble qui passe de Julette 9 ici qui va se connecter au moteur et de ce côté là on a les trois câbles du triphasé et les câbles des capteurs Hall. Donc capteur Hall on peut brancher direct sur le VESC aussi, hop, et les trois câbles du triphasé. Ensuite on passe le connecteur dans le trou ici, dans le trou carré, c'est plus simple dans l'autre sens, là j'ai un peu galéré mais ça passe. Donc là on a pas mal de câbles à l'intérieur. Il faut essayer de faire un peu de câble management. Fini, on va devoir rajouter cet interrupteur. Donc avec un côté les connecteurs en U et de l'autre côté le XT60. Hop, donc on a clipsé l'interrupteur. Ce qu'il ne faut pas oublier ensuite, c'est de mettre le petit coude micro USB dans le trou ici. Ça c'est pour pouvoir accéder aux paramètres du VESC sans avoir à tout démonter. Et ensuite, une petite impression là pour pouvoir bloquer ça et faire en sorte qu'il ne bouge pas. Hop, mais du coup on a une petite impression là qui bloque l'USB. Donc on a les deux câbles qui sortent, le plus et le moins pour brancher au pack de condensateur. On a ce câble là qui va aller à l'ESP32 qui est devant. Et normalement tout le reste des câbles rentrent à l'intérieur. Bon, je viens d'aller chercher, mais pour le VESC il faut 6 vis M3 par 25. Ensuite on va passer le câble d'information par là. Hop, et on va pouvoir tac refermer cette histoire. Donc le VESC est attaché, on va passer maintenant à la partie avant. Donc la partie avant c'est la partie où il y a le SP32. Donc on va pouvoir mettre ce cache et pour ça on va devoir encore mettre quelques inserts pour tenir les PCB, et enfin la PCB et pour tenir la carte SD qui est juste au-dessus. On va faire le support de la carte PCB. Donc pour ça on a besoin du coup du PCB avec les adaptateurs se connecter aux deux freins et à l'accélérateur. Un ESP32 S3, bon, c'est la carte que j'ai prise. Ensuite il nous faut 4 inserts filetés pour s'accrocher à ça. Deux petits inserts filetés tout petits M2.5 sur 2.5. Ça c'est pour attacher le lecteur de carte SD. Une fois que l'assemblage de la partie avant est terminé, on va pouvoir brancher tous les câbles, donc le câble de l'écran et le câble UART qui va aller jusqu'au VESC. Le câble de l'écran va sortir juste en dessous du lecteur de carte SD pour aller se connecter à l'écran, et le câble UART pour le VESC va passer à l'intérieur du pack. Voilà, ça aura pris un peu de temps, mais on a fini l'assemblage du pack complet, donc avec le VESC, les supercondensateurs et l'électronique d'analyse, enfin donc le SP32. On a tout ça qui est bien assemblé. Il restera quelques petites choses à finir. Ici par exemple on va mettre un cache pour protéger l'électronique. Il faudra peut-être changer ce câble, qui est le câble pour l'écran. Mais globalement on a fait le gros et donc voilà. Maintenant on va pouvoir charger les supercondensateurs et donc on rouvre le pack. Et comme mon alimentation monte à 30 volts au maximum et que le pack a un maximum de 50 volts, j'ai séparé la série de 20 cellules en deux séries de 10 cellules branchées en parallèle. Pour ça je branche le plus des deux séries ensemble et pareil pour le moins et là je commence à charger.
Pendant le chargement, je vérifie la tension des cellules avec le voltmètre et au final, je finis par attacher le voltmètre avec des pinces. Quand le chargement est terminé, toutes les cellules se stabilisent autour des 2,65 volts grâce au circuit de protection. Donc je teste ensuite quelques cellules pour vérifier qu'elles sont toutes autour de cette tension et je peux commencer à tout démonter. Il faut noter que le courant de dissipation des plaques de protection c'est 1 ampère maximum, donc il faut faire attention quand on se rapproche de la tension seuil par cellule à pas charger à trop fort ampérage. Ensuite on rebranche le câble UART et on peut rallumer l'interrupteur à l'arrière et on voit qu'il y a de la lumière sur le SP32 à l'avant, ça veut dire qu'il est bien alimenté. On peut ensuite tout refermer. J'en profite ensuite pour faire le capot qui va protéger les câbles de l'ESP32 à l'avant. Comme j'ai pas de filament bleu clair, je vais prendre du Posca bleu et du Posca blanc pour faire du bleu clair et colorier le X du Styx. Ensuite je presse tout et je peux l'installer sur le pack. Après ça j'installe les inserts dans l'attache pour accrocher l'écran au guidon. Et ensuite j'assemble l'écran et le GPS dans leur compartiment. On continue en rajoutant des inserts sur la partie basse du pack de condensateur. Les cadres du milieu servent à rajouter de la rigidité au pack et à éviter qu'il puisse s'ouvrir par le bas. Et à droite, on visse l'interface qui va permettre de fixer le pack de supercondensateur au vélo. On laisse du jeu sur la pièce pour faciliter l'assemblage final. On passe maintenant à la dernière étape, l'assemblage final. Le vélo que j'utilise ici, c'est un Triban RC500 de chez Decathlon. Je commence par retourner le vélo pour mettre la roue arrière avec le moteur électrique intégré. Cette étape est un peu galère, du coup j'ai enlevé la chaîne pour m'aider et il faut un peu tirer et mettre des bagues pour faire en sorte que la roue s'intègre bien sur le vélo. Ensuite on serre bien des deux côtés et on va pouvoir retourner le vélo pour la suite de l'assemblage. On va pouvoir commencer par remettre la chaîne, comme ça on pourra faire tourner la roue facilement avec les pédales et comme ça ce sera fait et on n'oubliera pas plus tard. Ensuite, une étape importante à faire étant donné qu'on a changé de roue, c'est de régler l'alignement du frein arrière pour éviter que le disque ne frotte sur les palettes pendant qu'on roule. Sinon ça va créer du frottement et ça va faire du bruit, donc globalement ça va être désagréable. Maintenant on va pouvoir attacher le pack de supercondensateur au cadre. Pour ça on attache un support autour du cadre, imprimé en 3D en TPU, un matériau flexible. Ensuite on vient placer un autre support en TPU à l'avant du cadre. Ce support il va nous permettre de fixer l'avant du pack de supercondensateur à l'avant du vélo. Et ensuite on peut placer l'interface arrière sur le support central du cadre. On peut enfin visser l'interface sur le support et resserrer les vis qui permettaient d'avoir du jeu. Maintenant le pack est complètement attaché. On peut maintenant brancher le câble moteur et on va essayer de le garder en place avec du scotch. On passe ensuite au guidon, on va pouvoir visser le support de l'écran, puis on va glisser l'écran dans son support, brancher le câble et ranger le câble dans la petite poche prévue à cet effet. Pour finir, on va brancher la manette de gaz et les deux freins à l'électronique d'analyse et on va placer le capot pour protéger l'électronique. Et pour finir, on va téléverser le code dans l'écran, dans l'ESP32 et on va configurer le VESC pour ce projet. On peut enfin allumer le vélo. Quand on fait ça, l'écran s'allume et nous affiche un message d'avertissement pour dire que ce vélo est un prototype. On peut cliquer dessus et l'écran s'affiche. On retrouve les informations importantes comme la distance, la vitesse, l'énergie restante qui s'affiche en direct sur l'écran. Avant de partir, on fait juste un test pour vérifier que l'assistance électrique et le freinage régénératif fonctionnent et ensuite on peut partir l'essayer sur la route. Ok, du coup on va essayer le vélo rapidement dans cette descente. Donc on va descendre et ensuite on va remonter. Donc l'objectif c'est de freiner à la descente pour récupérer de l'énergie et d'accélérer à la montée pour aider au pédalage. J'ai juste mis un petit micro à l'arrière, un petit micro là, pour que vous entendiez le moteur pendant le frein moteur et le frein mécanique pendant le frein mécanique. Donc on va essayer de voir si on entend ça pendant la descente. Sachant que je pars à 21,20 volts, donc autant dire quasiment 0% de chargement. Du coup je vais descendre, je vais pédaler un peu pendant la descente, mais je vais expliquer tout ça pendant que j'y vais. Ok, super. Ok, c'est parti. Donc je vais expliquer un peu pendant la descente. Là, je pédale un peu. Et autour des 20 km/h, hop, là, je commence à ralentir, je commence à freiner. Je vais continuer de pédaler, mais je vais pas encore me faire. Le test soit le plus objectif possible. Là, je me maintiens autour des 23-24 km/h. Normalement, pour ça, on va plutôt pas mal le frein moteur.
peu. Là, on va pouvoir baisser les vitesses. Donc on est arrivé à environ 24,2 en bas volts. Donc là on est reparti. Donc là j'accélère plus que avec les pédales. Et là on arrive sur une pente un peu plus inclinée, donc je vais remettre de l'énergie pour m'aider. Hop, et j'étais parti ici pour refreiner un coup. Et on arrive à 22,60 volts. Après du coup ça dépend de combien on pédale, enfin à quelle puissance l'utilisateur pédale, mais voilà ce que ça donne. Voilà, donc la vidéo va s'arrêter là. On est passé rapidement sur la partie test et analyse des données et des performances, mais je vais sûrement faire une deuxième vidéo après celle-là pour approfondir cette partie et puis passer plus de temps pour analyser les performances. Si vous voulez avoir plus d'informations, que ce soit sur le projet, sur le prototype ou sur l'analyse des données, vous pouvez aller voir sur le site stix-projet.fr. Si vous êtes intéressé par l'analyse des données et des performances, vous pouvez aller dans l'onglet Stix Analyse. Donc vous descendez un peu et vous avez des trajets préenregistrés que je donne en exemple, avec donc l'énergie restante, l'altitude, la vitesse. Vous pouvez afficher les données puis vous déplacer dessus avec un curseur et ça se répercute sur la map. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou à me contacter. Si vous avez des questions ou si vous avez des retours à faire sur la vidéo ou sur le projet, n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie pour avoir regardé. Merci Antoine de m'avoir filmé à l'extérieur et puis je vous laisse avec ce pur plan.